bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Je m'appelle Alex de Roquefeuille, je suis donc expert maritime, c'est le sujet de cette interview. J'habite sur l'île de Groix, où j'ai choisi de vivre, où j'ai eu un chantier naval pendant une vingtaine d'années. Je suis, on va dire, marin, skipper professionnel, préparateur de bateaux, et depuis 3 ans expert au sein de la FIEM, Fédération internationale des experts maritimes. Très bien. Et donc, vous travaillez en tant qu'expert chez Alternav, c'est ça? Alors, ma société s'appelle Alternav, et D'accord. donc je travaille pour ma société, j'en suis le directeur. Ok. Quand est-ce que cette société a été créée? 2017. 2017? En fait, c'est l'année où j'ai été agréé par cette chambre d'experts et où il a fallu que je crée une structure pour pouvoir exercer dans les bonnes façons de faire. D'accord. Et alors, j'ai une question sur la couverture. Vous êtes plutôt localisé sur Groix et peut-être Non, les environs, ou est-ce que vous avez une évidemment, couverture Groix, nationale? il n'y a pas de marché à Groix. Alors, j'ai une couverture internationale parce que je peux me déplacer en Angleterre ou en Espagne, puisque ça m'est arrivé. Dans ma société, j'ai un statut de marin convoyeur, donc il peut m'arriver de me déplacer en transatlantique ou des choses comme ça. Mais l'expertise elle-même, elle est, disons, limitée. Parce qu'après, ça fait vraiment trop longtemps de transport entre Cherbourg et Saint-Nazaire, grosso modo, à La Rochelle. Voilà. Donc, c'est toute la façade atlantique. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes seul dans la société ou vous avez plusieurs experts qui travaillent avec vous? Non. Alors, en fait, on est regroupés, on est plusieurs experts regroupés sous une autre enseigne qui s'appelle Lamarck et Guyon, qui a été créée par 2 experts qui s'appelaient Monsieur Lamarck et Monsieur Guyon. Et donc c'est une facilité qu'on a trouvé de travailler en coopérant parce qu'on peut pas avoir toutes les compétences, ou en tout cas on peut avoir des fois des doutes sur certains sujets. Et donc nous sommes donc 5 avec la possibilité de se contacter et d'échanger sur des problématiques pour trouver les solutions les mieux adaptées. Très bien. Et du coup, est-ce que c'est limité aux expertises maritimes uniquement, ou est-ce que vous avez un autre spectre d'activité dans cette société? Non, je suis oui, alors j'ai un spectre d'activité. Moi, on va parler que de l'expertise parce que c'est vraiment le sujet du jour. C'est 95% de mon activité en termes de chiffre d'affaires. C'est 85 bateaux en 2021. Donc c'est beaucoup de travail, hein. Il me reste un peu de temps pour faire d'autres choses, mais c'est vraiment le principal. Et c'est exclusivement de l'expertise plaisance, donc je dirais pour des bateaux qui vont jusqu'à une vingtaine de mètres, parce que au-delà on a des équipements techniques qui deviennent un peu spécifiques aux gros bateaux. Et parce que d'abord en Bretagne il y a très peu de grandes plaisances, il y a très peu de grands bateaux de plaisance, donc on n'a pas l'opportunité de les expertiser. Et puis mes compétences chantier vont du petit bateau que j'ai construit, des petits bateaux que j'ai construits jusqu'au grand catamaran carbone que j'ai construit aussi, qui est le plus grand des 20 mètres. Voilà. D'accord, vous êtes aussi donc constructeur de bateaux. C'est mon premier métier, je suis charpentier de marine à l'origine, menuisier charpentier de marine, et comme j'ai créé mon chantier, il a fallu que j'apprenne tous les métiers les uns après les autres. Ah, d'accord, c'est intéressant. Du coup, donc vous disiez plaisance, ça veut dire que c'est uniquement des particuliers, ou il peut y avoir aussi des professionnels comme des loueurs, par exemple, qui font appel à vous pour faire ces expertises? Tout à fait. Ça peut être des loueurs, ça m'est arrivé. On a des grosses sociétés de location sur l'Orient, et je suis fréquemment appelé pour après des talonnages ou des choses comme ça, à évaluer la bonne façon de faire, le degré d'importance du sinistre, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et j'ai oublié le début de la question, mais on va revenir sûrement dessus. Non, oui, je parlais de la clientèle, donc particulier. Et donc la clientèle dans les petits bateaux,
parce qu'en fait, ça intéresse pas mes collègues des gros bateaux de pêche. Je fais aussi toute la petite pêche côtière, donc, tous les bateaux de pêche côtière jusqu'à une vingtaine de mètres. J'en fais un peu moins parce que je suis pas très connu dans ce milieu-là, mais ayant eu un chantier avec une grosse clientèle de pêcheurs, j'avais tous les bateaux de l'île de Groix, je connais assez bien toutes ces problématiques de treuil, d'hydraulique, de mécanique. Je suis mécanicien aussi par la force des choses. J'en ai fait pas mal. D'accord. J'avais une question du coup. Comment on devient un expert maritime? Est-ce qu'il y a des écoles? Bon là, j'entends déjà ce que vous m'avez dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'expérience d'une part, et puis le fait que vous soyez charpentier de marine, etc. Donc j'imagine que il y a peut-être pas une filière spécifique à l'expertise, ou comment ça se passe en France? Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de filière spécifique parce que la plupart des chambres d'experts cooptent des gens dont ils estiment qu'ils ont les compétences nécessaires pour être experts. Il y a des gens qui sont experts dans un domaine particulier. On peut être expert en mécanique uniquement. En général, on appelle ces gens-là des sapiteurs. Ils assistent des experts. Ils ont le savoir. Sapiteur, ça vient de savoir. C'est sapiteur, ok. Un sapiteur. Un sapiteur, c'est le type qui est très très bon dans un domaine et qui va assister un expert qui sera plus généraliste. D'accord. Et donc ces gens-là, en fait, ce qui fait l'expert, c'est pas seulement son expérience, sa connaissance des matériaux et des problématiques, c'est qu'il faut aussi savoir s'exprimer, il faut savoir rédiger, il faut avoir un minimum de formation juridique, il faut savoir expliquer les choses, il faut savoir prendre en compte la problématique de chaque client, puisque on fait du conseil. Le premier rôle de l'expert, c'est de conseiller les gens de façon à ce qu'ils fassent pas de bêtises, à ce qu'ils se retrouvent pas dans des situations compliquées, quoi. En fait, nous, on a un code de déontologie qui est définie par une norme que j'ai notée quelque part parce que je suis incapable de me rappeler son nom. Elle s'appelle ACX 50827. C'est la norme des experts. Les experts s'engagent sur l'honneur à respecter cette norme AFNOR qui a été éditée il y a un peu moins de 10 ans, je pense. Une dizaine d'années. D'accord. Ok. Et ben alors, qu'est-ce que c'est qu'une expertise, alors, justement? Alors, j'avais prévu cette question. Il y a plusieurs sortes d'expertise. Donc, celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est l'expertise de sinistre. On a un accident, on appelle son assureur, on fait venir un expert. Les experts des sinistres sont agréés par les assureurs. Il y a un grand truc qui s'appelle le Sésame et qui, étant donné que c'est l'assureur qui paye, les assureurs se sont mis à leur service, on va dire, ou se sont associés avec des experts, qui sont labellisés Sésame. Et ils interviennent sur les sinistres et ils en font la plus grande partie. Moi, je suis pas Sésame pour plein de raisons, parce que je suis encore un peu jeune dans le métier, puisque en fait, je suis à mon compte en tant qu'expert que depuis 3 ou 4 ans. Donc, je suis pas encore Sésame, mais j'ai largement assez de travail autrement. On va arrêter de parler du sinistre. Il reste 2 autres aspects. Je vais aller, pour faire vite, je vais d'abord parler de celui qui nous concerne peut-être le moins. C'est ce qu'on appelle les expertises contradictoires, où là, on se retrouve avec un autre expert et on analyse un différend entre un acheteur et un vendeur en général. C'est-à-dire que on va parler de vices cachés, on va parler de vices tout court, de vices dissimulés, on va parler d'usure liées à l'âge, etc. Et on va essayer de déterminer si quelqu'un est lésé ou pas et dans quelle mesure l'un et l'autre sont responsables de la situation. Ça s'appelle les expertises contradictoires. Ça se passe à l'amiable, c'est ce qui se passe juste avant le juridique. Après, évidemment, pour rentrer dans le juridique, il faut être expert auprès des tribunaux, ce que je ne suis pas non plus. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il faut une bonne formation juridique en plus pour ça. Il faut maîtriser ces choses-là. Donc, maintenant, le plus commun de l'expertise, c'est l'examen des bateaux. 2 cas de figure. Transaction. Alors, 2 cas de figure. Préassurance. Oui. On va évaluer un bateau pour l'assureur. Et en fait, c'est toujours ce qu'on fait, puisque la valeur qu'on donne à un bateau, c'est pas la valeur affective, c'est la valeur qu'un assureur sera prêt à garantir en cas de sinistre total. D'accord. La valeur d'un rapport d'expertise, c'est la valeur d'un bateau en assurance. Et donc, on fait des expertises comme ça qui sont relativement simplifiées, puisqu'on va juste comptabiliser de quoi est constitué le bateau, on va évaluer sa vétusté et on va lui fixer un prix qui correspond à toutes ces choses-là. Et maintenant, on aborde à mon avis, le côté le plus passionnant du métier, c'est le pré-transactionnel, puisque là, on a affaire à des gens qui ont un projet de navigation et qui veulent pas se tromper et qui font appel à nous pour que justement on les conseille. Donc là, on va beaucoup plus loin dans le détail, c'est-à-dire que non seulement on va décrire
Mais en plus, on va vraiment on va vérifier dans le moyen terme ce qui va se passer, si ça va tenir longtemps, s'il faut déjà envisager un remplacement, à quelle échéance il va falloir revenir sur tel ou tel point pour que le bateau reste qu'on convienne au choix, au programme du propriétaire. D'accord. Alors, si je reviens sur l'assurance, un assureur peut exiger cette évaluation de l'expert avant d'assurer un bateau? Ouais. Alors certains assureurs le font. Je connais pas assez bien le monde de l'assurance pour vous expliquer ou pour savoir pourquoi certains assureurs ne le demandent pas. Je pense que c'est des questions de volume et que voilà, tous ne le demandent pas. En général, quand on a un bateau qui a plus d'une trentaine d'années, c'est systématique. L'assureur veut avoir un œil extérieur avant de garantir un bateau. Donc ça, c'est du coup, c'est à la charge du propriétaire du bateau de financer ça? Systématiquement. Du coup, ça lui donne le choix de faire appel à des experts indépendants comme moi qui sont pas affiliés aux experts d'assurance. D'accord. Ok. Et donc l'expertise pré-transaction. Donc on a répondu aux questions parce que j'avais les questions sur la transaction ou sur les dégâts. Donc ça vous avez déjà répondu. Donc en général, ça sera dans vos cas, dans vos expertises pré-transactionnelles, est-ce que c'est plutôt l'acheteur ou est-ce que c'est plutôt le vendeur qui fait appel à vous? Alors on a les deux cas, mais généralement c'est l'acheteur. C'est l'acheteur, ouais. Parce que c'est lui qui veut savoir à quoi il s'engage. Mais on a aussi des propriétaires, et c'est assez malin, qui font faire l'expertise avant de vendre leur bateau, de façon à pouvoir argumenter et ne pas trop avoir à négocier le prix, quoi. Si un expert donne une valeur en assurance, ça va être un prix plancher, quoi. Donc, normalement, on ne devrait pas être en dessous d'un prix d'assurance. On peut être au-dessus, parce qu'après, la valeur patrimoniale, la valeur affective, la valeur historique d'un bateau peut faire qu'il dépasse largement le prix de l'assurance dans la transaction. Si vous voulez vraiment un bien, vous allez être prêt à mettre plus d'argent que ce qu'il vaut, parce que c'est celui-là que vous voulez. C'est le coup de cœur qu'on a même quand on achète un bien immobilier. Ça peut arriver, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a différents niveaux d'expertise? Quels sont les éléments qui sont expertisés sur un bateau? Alors, je pense chaque expert a sa propre démarche. Moi, en tant que skipper, ce qui prime, c'est la sécurité, tous les éléments de sécurité. Donc, il nous faut une coque étanche quand on vérifie tout ce qui est mis à la mer. Il faut qu'un bateau puisse se propulser. Aujourd'hui, on a tous des moteurs et ça serait quand même assez curieux de négliger ce point-là sur des bateaux d'une certaine taille parce que les gens savent plus faire à la voile uniquement. Donc, tout ce qui est partie propulsion peut être irréprochable. Si on continue juste sur la sécurité, on va avoir l'appareil de barre. Donc ça, c'est vraiment un nid à soucis. Ça a l'air très simple. Je suis en train de préparer d'ailleurs un dossier sur les appareils de barre. On se rend compte que c'est une diversité, une complexité là-dedans qui est vraiment intéressante. C'est vachement touffu et ça mérite une bonne réflexion. En tout cas, dans un examen de bateau, une analyse sérieuse. Quand on va systématiquement, moi, je démonte pour aller voir les drosses de barre, les renvois, etc. Puisque j'ai vécu des avaries de ce genre-là et je sais à quel point ça peut être embêtant. Donc ça, c'est hyper important. C'est un composant de sécurité fondamental, oui. Voilà. Un point auquel les gens pensent peu, c'est le système de mouillage. L'appareil de mouillage, c'est très important parce qu'il n'y a pas d'autre frein sur un bateau. Et quand on est désemparé, la seule solution pour s'arrêter, c'est de mouiller. Donc, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit efficace et que ça soit pas dangereux pour les utilisateurs. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, je vais dire, ça a l'air logique, mais évidemment, tout ce qui est structurel. Alors, qu'est-ce qui est structurel? Ça va être la liaison du lest à la coque, ça va être le varangage, la liaison des cloisons à la coque. Un bateau peut se déformer un petit peu. On sait qu'il y a des bateaux qui se déforment en aviation. Ça peut être acceptable, mais il faut savoir jusqu'où ça peut être acceptable. Il ne faut pas dépasser certaines choses. Dans la structure, on va parler de tout ce qui est gréement, la liaison du gréement au bateau. Bien entendu, puisque ça concerne la priorité au premier chef, quoi. Donc voilà, structure, c'est vraiment un grand domaine, c'est une grosse partie de l'examen. Un examen de bateau de 10 mètres, ça prend 3h30, entre 3h30 et 4h30 quand même. D'accord. Si on veut vraiment regarder tous les aspects à ça. Et puis après, donc on parle de sécurité, il va y avoir la protection anti-incendie. Au milieu de laquelle on n'y pense pas non plus, mais le plus important, c'est la qualité de l'installation électrique, puisque 99% des incendies sont d'origine électrique. Donc, dans l'aspect sécurité incendie, on analyse l'état de santé électrique du bateau, quoi. Et on constate souvent des choses qui sont
vraiment pas très saines, quoi. Genre des coupes batteries inaccessibles au fond du compartiment moteur. Quand on a un incendie de machine, on peut pas couper les batteries et on sait plus comment faire, quoi. Il y a des tas de choses comme ça que voilà, qu'on observe. Et qu'est-ce que j'ai pu... Après, il y a l'assèchement, donc les pompes et toutes ces choses-là. Et là, on a fait le tour de tout ce qui était sécurité. Ça fait déjà une grosse partie du bateau. Ensuite, comme il s'agit de donner... 3h à 4h30, ça, c'est la sécurité. 3h à 4h30. Non, ça, c'est la visite entière. Hein, ça peut comprendre un petit essai du moteur. Quand on peut, on fait mettre le bateau à l'eau, on l'essaye juste avant la sortie d'eau, de façon à vérifier qu'il n'y ait pas des vibrations, des choses, des fumées. C'est pas encore il y a deux types d'essais moteurs. Il y a un essai assez simplifié comme ça, où on fait tourner le moteur, et puis en tant que mécanicien, on voit tout de suite si quelque chose est bizarre ou pas. Et puis après, on l'essaye vraiment en charge, on voit si ça fume au régime, on voit si l'hélice est bien adaptée. On peut développer, on peut aller plus loin dans cette analyse. Mais ça, c'est une option qu'on propose en plus, quoi. Parce qu'effectivement, à force d'aller partout, on finit par passer beaucoup de temps. Moi, je propose en option aussi de l'inspection du mât, parce que dès qu'on a un gréement qui n'a pas été révisé depuis 2 ou 3 ans, ça vaut le coup de monter en tête. C'est assez fréquent que je remarque des détails qui ont besoin d'être corrigés. Voilà, donc oui, ça prend du temps. Ça peut être quoi sur un mât qui doit être corrigé, par exemple? Alors, je pense que les points les plus sensibles, c'est les ancrages de barres de flèche. Hein, ça subit des efforts. Le mât travaille d'avant en arrière systématiquement, donc on peut avoir des faiblesses à ce niveau-là. Les réas de drisse qui s'usent, qui coincent, qui se bloquent, ça devient très embêtant. C'est pas grave, mais c'est bien de le savoir. Quand on monte, on se rend compte que le feu de route est complètement carbonisé, qu'il n'y a plus de lumière qui passe au travers. Enfin, voilà, plein de petits détails. Et un détail intéressant aussi, ça fait partie des grandes sources de problèmes, surtout sur les bateaux métalliques, c'est les fuites électriques sur les antennes VHF de qualité médiocre ou trop vieille, qui provoquent des effets d'électrolyse alors qu'on les entend, on ne sait pas d'où ils viennent, tout en haut du mât. D'accord, ok, très bien. Alors j'entends, c'est bien de pouvoir expertiser aussi le moteur, voir comment ça se passe, etc. Donc il faut qu'il soit à l'eau. Donc en fait, idéalement, le meilleur moment pour expertiser son bateau, c'est au moment où on va le sortir de l'eau. C'est-à-dire qu'il est encore dans l'eau, vous allez pouvoir faire une petite expertise moteur, voir si tout se passe bien. Et après, on ressort directement de l'eau, et à ce moment-là, vous pouvez faire l'expertise extérieure, la quille, vous pouvez casser, mais moi je le ferai dans l'autre sens, quoi. En fait, je propose aux gens, surtout quand il s'agit de bateaux en composite, un bateau polyester, pas composite, mais typiquement le polyester, je propose aux gens de sortir le bateau au moins 2 jours avant, pour que la coque ait le temps de sécher, puisqu'on fait systématiquement une analyse d'hygrométrie de la carène, puisque le sujet de l'osmose est quand même important dans la valorisation d'un bateau. Un bateau, on a des bateaux sains avec des cloques, hein, c'est pas dramatique l'osmose, ça fait partie du vieillissement normal du matériau, mais on peut pas dire qu'un bateau plein de cloques ait la même valeur qu'un bateau avec une carène parfaite. Donc première chose, donc il faut le voir à sec. Ces cloques-là, est-ce qu'elles sont grosses, est-ce qu'elles sont petites, etc. Et ensuite, le taux d'hygrométrie, est-ce qu'il est élevé ou pas élevé, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. On peut avoir des bateaux qui sont complètement saturés sans cloques, puisqu'à des époques, les gel-coats étaient tellement poreux que ça ne pouvait pas faire de cloques, puisque l'eau passait au travers comme si c'était de la résine. On a eu les bateaux d'il y a une trentaine d'années étaient en gel-coat isophthalique et orthophthalique. Pardon, iso, c'est ce qu'on a, c'est l'amélioration qu'on a apportée au gel-coat après. Et donc, il faisait pas de cloques. Mais typiquement, un vieux bateau comme ça, saturé d'eau, on peut pas le réparer. Parce que le stratifié est tellement engorgé d'humidité qu'on peut plus apporter une réparation dessus. Donc, ça, c'est des choses qui sont pas visibles à l'œil nu, que nous, on sait évaluer. Et quand on est dans ce cas-là, on dit qu'il faut pas acheter le bateau. D'accord. 2-3 fois par an, je déclasse les bateaux. Oui, ça peut arriver. D'accord. Oula, qu'est-ce qui se passe pour le propriétaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bon pour partir à la casse? Eh ben, j'ai le cas, le premier bateau de l'année va probablement finir à la casse, oui. D'accord. Des années. J'ai un podcast qui va sortir, qui sera sorti normalement lorsque le vôtre va sortir. C'est sur le recyclage des bateaux avec la paire. Avec la paire, c'est vachement intéressant, bien sûr. Ouais. Très intéressant. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Donc un bateau de plus de 30 ans pourrait être déclassé parce qu'il a un gel-coat tellement poreux qui fait que les stratifiés sont complètement. S'il a été régulièrement, en fait, qu'est-ce qui va? Oui, je dirais oui. Il y a un stade, un bateau totalement saturé. Je vais vous donner l'exemple d'un
un Évasion 32, si je me trompe pas. Donc, c'est très très bon bateau de chez Beneteau, absolument indestructible. Mais par contre, c'est des bateaux qui sont faits en sandwich, avec 7 mm de polyester extérieur, 10 mm de balsa, je crois, de mémoire, et puis autant de polyester à l'intérieur. Donc, autrement dit, c'est absolument indestructible. J'en ai trouvé qui était où le taux d'humidité était maximum jusqu'au livet, parce que l'eau avait migré dans le balsa et avait envahi tout le sandwich. On peut naviguer avec un bateau comme ça, mais on peut pas laisser quelqu'un acheter un bateau comme ça. Enfin, moi, c'est quoi les risques C'est quoi les risques du coup? Comment dire? Imaginez que vous vous levez le matin, puis vous mettez votre chemise mouillée, puis vous la portez mouillée toute la journée. Il n'y a pas de risque, hein. Mais c'est juste que c'est des choses qu'on fait pas. Oui, des fois c'est très difficile de prendre des décisions. Et là, on va tomber malade. Okay. Alors donc, à la longue, il peut se passer des choses, mais c'est typiquement des cas de conscience, parce que les bateaux sont pas dangereux, mais donc ils prennent juste une tonne ou deux de plus, au moins une tonne d'eau en plus facilement. Ouais, un bateau peut porter une tonne de plus, c'est pas trop dérangeant. Bon voilà. Ce qui se passe en fait, c'est que quand un bateau on arrive à ce stade, il y a d'autres problèmes qui s'accumulent aussi, et il n'y a pas que ce problème-là. Donc on va dire, non, là on déclasse parce que la remise en état, redonner sa valeur à ce bateau coûterait tellement cher que on est tellement au-dessus de la valeur de départ que c'est pas possible, que ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait c'est aussi au-delà du risque que ça constitue, c'est le côté valeur de marché ou valeur vénale du bateau qui va rentrer en ligne de compte. Et à un moment, on répare plus parce que c'est plus possible, les frais sont trop importants. D'accord. Alors, c'est quoi justement pour mesurer cette info, ce point-là, c'est quoi la trousse à outils de l'expert? Alors, le premier outil, je dirais, c'est le maillet. C'est un petit marteau en bois. Parce qu'on va pas quand même abîmer les bateaux de nos clients, ça serait dommage. Ça permet de tester. Ça se fait pas. Non, je plaisante. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est très ancien comme moi je me souviens de quand j'avais mon chantier il y a une quarantaine d'années, les experts venaient et il y avait beaucoup de bateaux bois à l'époque et ils contrôlaient les coques en bois avec un maillet. Et quand ça sonne mou, c'est qu'on a une perte structurelle débordée et que il est temps de faire quelque chose. Et ça marche aussi pour le polyester. Quand on a un délaminage, quand on a les peaux de tissus qui se sont décollées les unes des autres, on a un son très mat. Et donc heureusement c'est rare, mais il m'arrive plusieurs fois par an de tomber. On teste principalement toute la zone qui est autour du lest, parce qu'un bateau qui talonne peut très bien vivre le problème, et puis il peut aussi, ça peut créer des désordres, et on peut tomber sur des délaminages qui sont importants. Encore une fois, alors il y a c'est pas que les vieux bateaux. Il y a des vieux bateaux qui étaient assez mal construits, où on faisait roving sur roving, donc c'est des tissus tissés qui accrochent pas bien les uns aux autres. Après, on s'est amélioré en faisant roving, mat, roving. Le mat est un truc justement qui a un pouvoir d'accroche énorme. Ces bateaux-là sont super. C'est tous les bateaux des années 70 à 90, je dirais. Ils sont un peu mous. Donc quand ils talonnent, ils se déforment et puis après ils repartent. Et après, pour des raisons techniques, de gain de poids, etc., on a de plus en plus asséché les bateaux. On a fait des peaux beaucoup plus raides, donc des bateaux beaucoup plus rigides, plus performants pour plein de raisons. Et du coup, on est parti vers des coques qui sont très performantes, beaucoup plus performantes que les bateaux d'avant, mais qui supportent moins les chocs. Et donc là, sur les bateaux modernes, comme sur les anciens bateaux, très anciens bateaux, on se retrouve avec des problèmes de délaminage quand il y a eu un talonnage un peu violent, par exemple. Et donc ça, c'est le maillet en bois qui va permettre de le détecter. Au son, ça marche très très bien. Il y a des possibilités avec des ultrasons, mais le risque de passer à côté est trop fort. Je suis équipé d'un des trucs, d'un des appareils les plus performants qui existent sur le marché. Il faudrait il y a quelques spécialistes qui font ça, de l'étude de délaminage de composite. La machine qui va bien doit coûter genre les 30 ou 40 000 euros, donc si vraiment il fallait en passer par là, si on avait un doute, ça serait pour un bateau qui a beaucoup de valeur, etc. Je ferais appel à un de mes collègues qui est équipé du monde matériel. Dans mon niveau de généraliste, on va pas jusque là, le maillet va bien. On se sert des ultrasons pour les épaisseurs de coque, pour déceler des défauts sur de coques métalliques, évidemment. Et donc si on continue sur les outils, donc le testeur d'humidité pour les coques en polyester. Et puis après, j'ai un espèce de voltmètre un petit peu perfectionné qui me permet de contrôler si la protection anodique est correcte ou pas.
Donc dans certains cas, ça peut être utile quand on constate qu'il y a des phénomènes de dégradation électrolytique. Et ben on se sert de ça pour savoir s'il n'y a pas une fuite ou quelque chose comme ça. On a le testeur électrique évidemment est assez important parce que on est appelé souvent à contrôler ou à vérifier un défaut d'isolation recherché. Et puis c'est à peu près tout. Après on a un mètre à ruban, un pied à coulisse parce que des fois on aime bien savoir ce qui reste comme épaisseur dans telle ou telle chose. Voilà, c'est ça. C'est assez simple. D'accord. Il faut un bon ordinateur et un bon appareil photo. Et un baudrier pour monter en haut du mât, et puis des bottes, et puis un bleu de travail. On espère qu'il y a un baudrier sur le bateau, parce que c'est déjà un composant de sécurité. Quoi. Alors, j'ai mon baudrier à moi. Ah non, je monte pas avec, on monte avec notre matériel. D'accord. Donc le temps, on en a parlé, c'est à peu près 3 heures à 4h30 pour une expertise complète. J'imagine que ça va dépendre bien entendu de la taille du bateau. Pour un bateau de 10 mètres, en moyenne, c'est 3 heures à 4h30. Plutôt 4 que 3 en général. En fait, quand on a un bateau en très bon état, ça va plus vite. Mais quand on a des bateaux qui ont été pas très bien entretenus, on est très attentif parce qu'en fait, dans le pré-transactionnel, moi je vis dans la peur de rater quelque chose. À chaque fois que je visite un bateau, je prends mon temps parce que c'est quand même trop. J'ai pas du tout envie d'avoir un client qui me dit vous avez pas vu ça. Voilà, c'est ça. Justement, je vais y venir. Je vais y venir. Du coup, quel est le coût moyen d'une expertise complète du bateau, et est-ce qu'il y a différentes formules, parce que vous me parliez de la sécurité, vous me parliez du moteur, etc. Du coup, comment ça se passe au niveau des coûts? Alors les coûts, en fait, on est environ à 55 € hors taxe du mètre pour la pré-transactionnelle, plus ou moins. Complète. Alors complète pour un monocoque standard. Quand on est sur du one-off, quand on est sur du bateau en bois, du strip planking, quand on est sur un catamaran, quand on est sur des vedettes à fly avec 2 moteurs, il peut y avoir jusqu'à 20%, 25% de plus parce qu'il y a des complexités qui nous prennent un temps. 2 grosses motorisations dans une belle vedette, juste ça, c'est 2 heures d'examen, donc forcément le coût augmente un petit peu. Un voilier standard, ça tourne entre 700 et 800 € TTC. D'accord. Un voilier standard, pour moi, c'est 11 mètres monocoque polyester. Voilà. D'accord. Donc c'est pas... Enfin, je m'attendais sincèrement à beaucoup plus. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'interviewe des... Ouais. Non, mais quand j'interviewe des marins, en fait, ils me disent que c'est qu'ils ne font pas l'expertise parce que souvent ça devient hors budget pour eux. Mais on parle de budget de 70 000 € parfois. Du coup, 700 € sur 70 000 quand on voit 1% du prix du bateau, mais c'est exactement ça. On est à peu près à 1% du prix du bateau. C'est souvent de cet ordre-là. Et donc, par contre, ça, je vous donne un prix de base. Là, j'ai un 50 pieds que je suis en train de terminer. On arrive à 1400 € parce que c'est un bateau un peu plus complexe avec des choses à examiner. Donc, vous voyez, on est déjà au double de ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, faut pas prendre ça pour valeur comme ça. Quand on est mais ça va pas être dans les 5000 €, quoi. Ah non, mais alors, on pourrait arriver. Comment est-ce que non, je crois qu'on. Pour un voilier monocoque polyester, on va dire le plus grand. Ce qu'on risque de trouver le plus souvent, quoi. J'ai pas compris la question. Je pense que le plus commun, moi, si je vais m'acheter mon bateau, ça sera probablement un bateau polyester 10-12 mètres. Donc vous allez être dans ces eaux-là, entre 7 et 800 €. Voilà. Moins de 1000 €, enfin en tout cas en catamaran, on arrive très vite au-dessus parce qu'un catamaran c'est compliqué. Structurellement, c'est plus compliqué. Il y a vraiment, enfin j'en ai construit aussi, donc je sais quels problèmes peuvent se poser. Voilà, mais bon, je crois que j'ai pas une expertise qui dépasse 2000 € l'année dernière, quoi. Hein, donc. D'accord. Quand on voit la sérénité que ça peut apporter, c'est quand même un. Je pense que oui, c'est dommage de s'en passer. Et du coup, on peut décider de ne faire expertiser qu'une partie, donc que la sécurité, par exemple, ou est-ce que oui, on peut faire ça. Ça fait pas une grosse différence parce qu'en fait, on a. C'est pas la demi-heure ou l'heure que je vais économiser sur mon déplacement qui va changer les choses. Donc, en général, je conseille aux gens soit on fait de la préassurance, donc là, comme on en a parlé au début, j'évalue tout ça, je mets tout dans des cases et après je donne une valeur à chaque chose et on a une somme à la fin. Soit on fait une analyse et puis autant qu'à faire, autant qu'elle soit complète, parce que
c'est souvent très difficile de s'arrêter là. Alors évidemment, on va me dire, ouais, mais moi, j'ai pas besoin qu'on me dise combien valent mes coussins. Une fois qu'on est là, on voit bien qu'ils sont... ça fait partie des trucs, c'est des choses un peu mineures, mais c'est pas ça qui va nous prendre du temps dans l'analyse d'un bateau. Donc, se passer de... Une analyse technique, en général, c'est un sujet précis. Monsieur, j'ai un problème de barre, est-ce que vous pouvez venir voir ce qui se passe? Donc, je monte, je regarde, j'analyse. J'ai un bruit dans le moteur, je vais les voir. Je dis, en général, quand on me parle de bruit dans le moteur, je demande s'il n'y a pas un mécanicien qui est passé déjà, parce que c'est la première chose à faire avant d'appeler un expert, c'est d'appeler l'homme de l'art. Et si on me dit, bah si, il y en a un qui est venu, mais il m'a dit ci, il m'a dit ça, donc je veux, voilà, on va intervenir en tant que conseil, on va nous aussi mettre notre œil. Alors moi, je vais parler de moteurs que je connais, hein, ça va être du diesel jusqu'à 250 chevaux, ça va être du hors-bord jusque, voilà, j'ai pas de limite de puissance, j'ai tout fait, mais en mécanique, voilà, je vais quand même me limiter au domaine que je connais, sur lesquels j'ai travaillé. D'accord. Après, sinon, si je connais pas, je vais conseiller vers quelqu'un d'autre. Je vais renvoyer vers quelqu'un d'autre. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les garanties pour le vendeur, mais surtout pour l'acheteur lorsqu'il fait une expertise? Il y en a pas. Alors, nous, on est assuré, forcément, ça fait partie de... Non, mais il y en a pas. Il y en a pas vraiment. Si on fait une erreur, alors l'acheteur va se retourner contre nous. J'ai fait une erreur de jugement, j'ai dit que cette chose-là était en très bon état, et puis c'est tombé en ruine la semaine d'après, donc voilà. Erreur de jugement, donc je suis assuré. Je vais pas prendre en charge forcément. Ça va être compliqué, forcément, ça va être compliqué. Il va falloir trouver un terrain d'entente, et puis il va falloir que j'indemnise d'une façon ou d'une autre. Enfin, mon assurance va indemniser l'acheteur. Se tromper au point, enfin faire une très grave erreur qui ferait que le bateau serait complètement inutilisable, ça serait en général tomber sur un vice caché. Et le vice caché n'est pas opposable à l'expert. Le vice caché n'est opposable à personne, puisque par définition il est caché. Et quand il y a vice caché, donc il va y avoir une procédure entre le vendeur et l'acheteur. Et l'acheteur est tout à fait en droit de se retourner, même si c'est écrit si l'inverse est écrit dans l'acte de vente, de se retourner contre l'acheteur. Le vice caché, là où ce truc-là est pas si évident à juger, on peut pas forcément facilement juger d'un vice caché, c'est qu'on confond souvent ça avec l'obsolescence, avec la vétusté. Un bateau qui est vieux va présenter des faiblesses, c'est normal. Et si quelque chose casse, c'est qu'on était au bout du rouleau, on va dire. Et nous, dans notre expertise, on va dire attention, ce bateau est vieux, donc il va falloir prévoir telle ou telle rénovation. Sur tel truc, on a des réserves, on s'engage pas. Vous prenez des risques. On n'est pas obligé de quantifier les risques. Ça, si on nous demande de quantifier les risques, on refait une expertise technique sur un point bien précis, mais ça fait pas partie du rapport de pré-transactionnel. Dans un pré-transactionnel, on va dire attention à ça, attention à ça. On va pas donner les solutions. C'est pas, sinon, effectivement, là, on pourrait envisager des budgets beaucoup plus élevés. Mais envisager des solutions à un problème qu'on aurait suspecté, ça voudrait dire systématiquement, parce que ça serait très orgueilleux de croire qu'on peut tout faire soi-même, faire appel aux meilleurs spécialistes pour juger. Et puis notre boulot à ce moment-là, ça serait de faire le point sur la situation et de dire voilà, les avis d'un tel et d'un tel, ça dit ça. Donc si vous voulez acheter ce bateau, il va falloir envisager tel budget de réparation et exactement telle réparation pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc là, on dépasse le cadre de l'expertise pré-transactionnelle. Donc, on parlait de garantie. Vice caché, c'est la loi. On peut pas s'exonérer du vice caché. Un vice caché, c'est terrible. J'ai défendu un client cette année à qui j'ai dû dire, mais je suis désolé, votre moteur présentait un vrai vice caché. Il y avait dans le four d'échappement du moteur, il y avait un trou qui était pas normal pour l'âge du bateau. C'était un vice caché. Et donc, l'acheteur a remboursé les frais de réparation. Le vendeur a remboursé les frais de réparation. J'ai inversé les deux. Vous m'avez compris? Oui. Vous la coupez, on la refait. Le vendeur a remboursé les frais à l'acheteur. D'accord. Et alors c'était sur une décision judiciaire, ça, du coup? Non. On était en contradictoire amiable, parce que ça suffit, parce que ça coûte moins cher. Une contradictoire amiable, ça coûte, pareil, 7 à 800 euros. Ça paraît cher, mais c'est beaucoup de temps. On écoute les gens, on prend les infos, on étudie le sujet, c'est un peu de paperasse, c'est des recommandés, tout ça. Par rapport au peu de travail que ça a l'air de représenter, ça en est quand même, c'est beaucoup de temps quand même. D'accord. Il y a des délais à respecter là-dessus, justement, là, parce que l'histoire que vous mentionnez. Le vice caché est opposable pendant 2 ans. 2 ans.
D'accord. Voilà. Après 2 ans après ans. l'achat. Après 2 ans, c'est caduc. Si quelque chose se passe après, on considère que c'est passé dans le domaine de la vétusté. Et alors, comment ça se passe parce que là, j'ai le cas d'un plaisancier que j'ai interviewé, qui a acheté son bateau en Angleterre. Mm-hmm. Est-ce que bon, alors l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne, mais est-ce qu'il y a là quelque chose à respecter? Est-ce qu'ils sont soumis le vice caché, il fonctionne, ou est-ce que c'est la loi en Angleterre qui s'applique? Alors, Comment ça se passe là? c'est une colle. Dans le contrat, non, mais le contrat de vente quand les opérations se font entre 2 pays, doit stipuler ce genre de précision, et ça doit figurer dans le contrat de vente. Ça, c'est important pour le dire aux auditeurs. Il faut absolument faire attention au contrat pour que ce genre de choses, le type de vice caché, soit bien précisé. Quelle juridiction va s'appliquer? Mon conseil, c'est quand on achète un bateau à l'étranger, c'est de passer par un broker, parce que il va y avoir des formalités administratives qui peuvent être un peu complexes pour des gens qui sont pas habitués à ça, des lettres de pavillon qu'il faut annuler, qu'il faut radier, et puis des francisations qu'il faut faire, et surtout avec l'Angleterre, donc qui est sortie de l'Europe, je ne sais pas très bien comment ça va se passer pour leurs bateaux neufs qui seront pas le CE. Il n'est pas impossible qu'on soit. Alors je m'avance. Je veux pas en parler trop parce qu'il faudrait que j'étudie le sujet avant de parler. Mais bref. En tout cas, le mieux, je pense, c'est de passer par un broker qui va s'occuper de toute la partie administrative. Ça va éviter des complications. Et puis, évidemment, on paye pas le bateau tant qu'il est pas clair au niveau administratif. Ça fait partie aussi du rapport d'expertise. On commence par contrôler la bonne santé administrative du bateau avant de contrôler tout le reste. Parce qu'il n'est pas question de vendre un bateau ou d'évaluer un bateau qui n'a pas le droit de naviguer. Qui est en leasing ou qui est, on sait pas. Alors, en fait, la propriété du bateau, ça figure dans le rapport. On signale que ça appartient soit à une banque, soit à un ou plusieurs copropriétaires. Ça doit figurer dans un rapport d'expertise. Parce qu'évidemment, un copropriétaire tout seul ne peut pas vendre le bateau. Donc, au vu du rapport, l'acheteur doit contrôler que sur l'acte de vente s'il y a le même nombre de propriétaires que sur le rapport. D'accord. Ok. Et j'avais une question, parce que c'est toujours ce fameux Julien que j'avais interviewé là, qui avait pas mal de vis cachés a priori sur son bateau, et notamment sur sa quille, où ils ont essayé de masquer. Il y avait un problème de joint entre la quille et la coque. Il y avait probablement eu un talonnage. Et ils avaient essayé de masquer ça un peu. Bon, alors, à l'œil nu, ça se voyait pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez détecter facilement, ça? Alors, on peut le détecter. Il arrive qu'on passe à côté. C'est un des risques. Ça peut arriver. Mais du coup, on n'est plus du tout dans le vice caché. On est dans le vice dissimulé. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Le vice caché, personne n'en est responsable. La différence, c'est que le vendeur est directement responsable d'avoir dissimulé un défaut du bateau. Donc là, il va directement en prison sans passer par la case départ ni toucher les 1000 euros. D'accord. Juridiquement, c'est très grave. Ça s'appelle une escroquerie et ça peut avoir des conséquences terribles pour le vendeur. Donc attention, masquer un défaut, dissimuler intentionnellement un défaut qu'on connaît dans un bateau, ça c'est opposable au vendeur et ça peut lui coûter très très cher. Il vaut mieux être franc. Il faut jamais chercher à cacher quoi que ce soit. C'est le meilleur moyen d'avoir des ennuis. Ça, et du coup, c'est aussi les choses cachées. Est-ce que c'est aussi un délai de 2 ans là, ou est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Comme on rentre dans un truc qui systématiquement va passer par une procédure juridique, c'est l'avocat qui saura. Mais donc il y a une différence entre vice caché, dissimulé. Ouais. Tout à fait. Dissimulé, c'est intentionnel. Caché, c'est un défaut de construction. Ça peut être une fissure, une paille dans une pièce métallique. Ça peut être typiquement, on change le gréement, on a des câbles neufs et puis ça casse. Moi, je vois des câbles neufs et je pense que tout va bien, mais si ça casse, c'est pas mon examen pouvait pas déceler ça. Il y avait quelque chose qui était caché que personne ne pouvait voir. Un vice caché doit rendre le bien impropre à son utilisation. Il doit être présent pendant le jour de la vente. Et troisième définition du vice caché, c'est qu'il n'est pas apparent. Mais alors du coup, vous me disiez, on se retourne vers le vendeur, donc dans les 2 ans. Mais est-ce que le vendeur lui-même peut pas dire, mais écoutez, ça c'est un problème du constructeur. Est-ce que lui il peut pas du coup se retourner vers le constructeur? Tout à fait. Donc c'est pour ça que ça n'empêche pas, même si c'est le constructeur qui est responsable, ça n'empêche pas que c'est le vendeur qui a vendu le bien et qu'il est responsable au premier degré. Donc il
il sera peut-être obligé de racheter son bateau, de participer aux frais occasionnés, et après c'est à lui d'engager une procédure, éventuellement contre le constructeur ou contre le type qui a réparé le bateau, je ne sais pas. Mais l'acheteur, il n'a qu'un seul interlocuteur, c'est son vendeur. Ok, très bien. Quand il y a, du coup, si j'achète un bateau qui est encore sous garantie, parce que j'imagine qu'il y a des garanties pour les bateaux, est-ce que la garantie se poursuit il y a un transfert de garantie avec l'acheteur s'il est encore sous garantie, j'imagine. Un bateau sous garantie, c'est une garantie chantier, donc pour comme tous les biens de consommation, vous gardez votre garantie de bateau récent jusqu'à son terme. Et si je rachète un bateau à un loueur, donc ça va être souvent des bateaux récents, est-ce que dans vos cas d'expertise, c'est des bateaux qui sont en bon état parce qu'ils sont connus pas mal de gens qui l'ont loué, etc. Est-ce que vous avez remarqué que c'est plus... Alors il y a des loueurs qui sont très très exigeants et qui font très attention, et d'autres qui le sont un peu moins. Donc on peut pas généraliser. C'est vrai que c'est des bateaux qui souffrent. Ils servent simplement 10 fois plus que les autres. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils sont mal utilisés, c'est parce qu'ils servent beaucoup plus. Et donc, il faut s'attendre à des vieillissements prématurés. Donc, c'est un bateau de location. Au bout de 10 ans, on va avoir un moteur qui a 10 000 heures. Oui, il a 10 000 heures. C'est un bateau de plaisance, il y en a 700, 800. Donc, ça sera pas la même chose. Normalement, les gréements sont changés plus souvent parce que ça travaille tout le temps. Enfin bon, ça c'est... Voilà. Il y a la question du talonnage. Maintenant, les loueurs quasiment systématiquement vérifient les bateaux au retour. Les gens qui louent les bateaux signent une déclaration sur l'honneur comme quoi ils n'ont pas talonné. Enfin, moi, de ce que je vois en location, je trouve qu'on a une belle flotte qui est bien entretenue. C'est un peu moins vrai en école de voile intensive. Hein. Les bateaux déglénants souffrent, alors à un point qu'on n'imagine même pas. Quoi. Là, oui, c'est des bateaux d'apprentissage en plus. Là, ceux-là, ils sont vraiment... ils achètent du costaud, je pense. Ils ont intérêt. Okay. D'accord. Du coup, pour conclure, j'aime bien demander à mes invités les conseils à faire ou à ne pas faire. Donc, du coup, lors de l'achat d'un bateau, parce que ce qui m'intéresse, je pense surtout, c'est plus l'expertise pré-transactionnelle. Bien sûr. Oui. J'ai entendu lors de l'interview, vous me parliez c'est bien quand c'est le vendeur qui fait l'expertise, parce que ça lui permet une base de négociation forte en disant voilà, il y a l'expertise. Voilà, mais en tant qu'acheteur, je préférerais que ce soit mon expert qui fasse l'analyse. D'accord. Forcément. Donc, un rapport bien fait, on peut faire confiance à un expert qui a bien fait son travail, il n'y a pas de problème. Mais c'est standardisé là les rapports entre tous les experts, j'imagine. Donc vous parliez d'une norme tout à l'heure. Non, il y a des éléments qui doivent apparaître systématiquement dans un rapport. Tout ça, c'est normalisé, mais la façon de les présenter, l'ordre de présentation, ça ne l'est pas. Nous, dans notre groupe de 5 experts, on a les mêmes canevas, donc ça nous permet d'aller droit au but quand on travaille à plusieurs sur un dossier. Mais non, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est compliqué de vous montrer un rapport. Parce que j'en ai. Non, mais ça sert à rien de Non, alors moi, je vous avais parlé de conseils. Ne jamais acheter un bateau sans le voir au sec. Parce que là, je tombe encore sur des contradictoires où les gens achetaient le bateau les yeux fermés en disant, oui, c'est un bateau. Non. Faut voir un bateau au sec, c'est toujours très instructif. Parce que on est content de savoir que le bateau est en très bon état. Ne serait-ce que s'il y a des problèmes, on risque pas les voir du tout et de se retrouver avec des gros ennuis. Donc, systématiquement, lever les planchers, parce que sous les planchers, s'il y a eu des troubles, c'est là que ça va... On va voir des choses, une humidité excessive, des cristaux de sel en quantité, il faut se poser des questions. Et puis, mon conseil principal, c'est de faire appel à un expert indépendant, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas une grosse partie de la valeur du bateau. Et nous, dans notre rôle, ça peut être éventuellement de dire aux gens, n'achetez pas ce bateau. Ou alors, il y a tel problème, ça vous paraît incroyable ou trop gros, mais finalement, je vous rassure, c'est pas si gros que ça va se traiter comme ci, comme ça. Voilà, ça permet d'avoir un œil extérieur. Il y a une partie affective terrible quand on veut acheter un bateau, on est dans une espèce d'euphorie, etc. Et des fois, c'est de l'euphorie qui peut coûter cher.
Je pense que les gens le font. Les gens qui veulent acheter un bateau, soit quand ils n'ont pas d'expérience, ils vont sur les forums comme Sail the World, ICO, des choses comme ça, et qu'ils échangent avec d'autres gens, et que là il y a des communautés d'échanges qui sont assez intéressantes et qu'il faut pas négliger parce qu'on apprend peut-être les faiblesses ou les qualités des bateaux. Donc je pense que c'est une bonne façon de commencer avant d'acheter un bateau. Voilà, donc ce qu'on peut retenir effectivement là, c'est d'essayer d'en savoir plus sur le bateau. Effectivement, les forums internet peuvent être une bonne source. Faire appel à un expert, faire appel à un broker lorsqu'on veut acheter son bateau à l'étranger. Et même que ce en soit France, en Europe d'ailleurs. Hein. Même en France, parce que faut pas se même en tromper, France. Bah oui, en fait, le marché professionnel est très concurrentiel aussi, donc on paye pas forcément beaucoup plus cher un bateau qui est passé par un broker. D'accord. Et en passant par, moi j'en connais plusieurs qui sont vraiment excellents. Ils ont des dossiers complets avec toutes les factures du bateau. Ils sont sûrs de l'état administratif du bateau. Ils anticipent toutes ces choses-là. Ils facilitent la vie de l'acheteur. Hein. Et donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de. Le broker a un vrai métier, c'est normal qu'il soit rémunéré, et c'est souvent dans l'intérêt de l'acheteur. Bah, c'est vrai que le broker, les prix vont forcément être beaucoup plus élevés que ceux qu'on trouve sur Internet, mais parce que effectivement, comme vous dites, il y a toute cette partie expertise du broker qui va aussi aider. Expertise en tant que. Le broker non, il fait pas d'expertise. Il fait appel à des experts. Le broker fait jamais d'expertise. Non, je veux dire expertise dans le sens, voilà, c'est pas dans son intérêt de vendre des bateaux qui sont pas fiables, quoi, entre guillemets. Alors, je peux vous dire, pour le vivre assez souvent, que même les meilleurs d'entre eux, c'est très gênant pour nous des fois parce qu'on se retrouve avec des bateaux qui présentent des défauts importants. Quoi, et il arrive, non, on parle des cas exceptionnels parce que c'est ceux dont on se souvient. Il arrive qu'on dise à un broker, maintenant votre bateau est trop cher, on pourra pas le vendre ce prix-là. Quoi. Enfin, moi, je peux pas le valoriser comme ça. J'en ai un qui me déteste, hein, et plus jamais il va m'appeler. Hein, il m'a grillé. J'étais dans mon droit, j'en suis sûr, hein, mais même pas. Mais ouais, bon, après, c'est soit on comprend, et ce que c'est peut-être dans son intérêt aussi d'éviter des problèmes où le vendeur va se retourner contre lui, l'acheteur va se retourner contre lui parce qu'il a tout à fait. Ouais. Une bonne affaire, c'est une affaire où tout le monde est content. Donc voilà, le conseil, c'est se débrouiller pour que tout le monde soit content avant, après, pendant. D'accord. Voilà. Bon, moi, je retiens quand même que effectivement, moi je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés parce qu'à chaque fois je parle avec des gens que j'interviewe. Là, je sais pas si vous avez pu écouter les podcasts, mais tous ceux qui sont partis là faire leur tour du monde ou qui veulent partir, la grande majorité n'ont pas fait d'expertise de leur bateau parce qu'ils disaient que c'était over budget. Mais moi j'ai 2 ans de tour du monde en famille, j'ai préparé 4 bateaux pour des tours du monde, je sais très bien de quoi je parle. Alors c'est un peu ma spécialité, hein. J'ai fait de l'intégration énergie sur les bateaux, j'ai préparé le mien pour partir pendant 2 ans tranquille. Je sais un peu de quoi je parle. Quoi. Ouais, j'imagine. ça vaut le coup. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui partent autour du monde qui ont déjà beaucoup d'expérience, donc on peut considérer que ces gens-là ont une certaine expertise aussi. Hein. Je veux pas préjuger de leurs compétences, hein, surtout pas. Mais voilà, un regard extérieur. Moi, j'appelle mes collègues quand j'ai un doute. Hein. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.